Bidouilleuse, bidouilleur, salut! Il m'arrive très souvent dans les foires de radio amateurs de ramasser, très souvent à la fin de la foire, des items gratuitement laissés sur place. Et c'est le cas ici de cette alimentation de 13,8 volts qui est capable, d'après l'étiquette ici, de fournir jusqu'à 20 ampères. Donc, c'est une alimentation costaude. Et par le poids, c'est clair, c'est une alimentation linéaire. Alors, je l'ai ramassée, elle était là, seule, elle pleurait, elle me regardait. Pourquoi quelqu'un l'a abandonnée, je ne sais trop. C'est quand même pas donné comme alimentation. On parle dans les 3 chiffres pour cette unité. En effet, son prix de détail suggéré est de 284 $ américains. Cependant, je l'ai vu, si on cherche le moindrement, on va le trouver. Le moins cher que j'ai vu, c'est 130 $ américains. Mais bien sûr, il faut ajouter le port, la livraison, et c'est une unité qui est quand même très pesante. Donc, c'est effectivement une alimentation linéaire de conversion à 12 volts CC. Bon, mais la tension nominale, c'est 13,8 volts. C'est la tension qui est utilisée très souvent pour tout ce qui est appareil radio du genre radio amateur, et ainsi de suite, 13,8 volts. Alors, mouvement à aiguille qui indique le courant, protégé par des fusibles, protection électronique de surcourant et de court-circuit, ventilateur intégré, indicateur d'allumage, et au niveau du courant, c'est 18 ampères en continu, 20 ampères en pointe, en crête. Donc 20 ampères en intermittence. Et effectivement, 17,5 livres, divisez ça par 2,2, ça vous donne le poids en kilogrammes. C'est pas léger. Consommation sur le secteur 450 watts. Alors au niveau de son état, je n'en ai aucune idée. Je ne l'ai pas allumée, je ne l'ai pas ouverte, je n'ai rien fait. J'ai dit, je vais faire une vidéo, on va découvrir ensemble son état. Une chose qu'on peut constater tout de suite, si vous remarquez, c'est que le mouvement d'Arsenval a été renfoncé. Il est renfoncé ici, là. Voyez-vous? Bon, c'est assez clair. Alors, il a reçu un coup à l'avant ici, je ne sais trop pourquoi. La face du mouvement n'est pas cassée, donc on devrait être capable de la replacer. Il y a un autre dommage, et c'est ici. Vous le voyez à l'arrière. Visiblement, cette unité a probablement été échappée et le coin ici a frappé le sol. Et ça a été redressé très rapidement. Ça, c'est quelque chose, si l'unité fonctionne bien, que je vais tenter de faire mieux, peut-être avec des bouts de bois, on verra. Là. Redresser ça un petit peu. Bon, ça ne veut pas dire que l'unité ne fonctionne pas, remarquez bien. Là. Alors, qu'est-ce qu'on constate, étant donné qu'on est en arrière déjà? Ben, on constate des bons vieux transistors 2N3055. Et ça ressemble beaucoup à une alimentation linéaire. On alloue habituellement 5 ampères par transistor. Et c'est tout à fait en ligne avec ce qui est écrit en avant, un maximum de 20 ampères. Donc, très probablement, ce sont les 4 transistors de contournement qui vont prendre environ 5 ampères chacun. On va regarder l'intérieur, on va pouvoir déterminer si c'est effectivement le cas. Mon petit doigt me dit que c'est une alimentation qui est à base de LM723, cette fameuse puce de régulation en format DIP qui a équipé beaucoup de blocs d'alimentation depuis les années 70, je crois bien, et encore de nos jours. C'est une régulation qui est capable d'être faite sur la tension et aussi le courant. Donc, c'est une puce qui est bien utile pour des alimentations linéaires. Ceci dit, elle est fragile. J'en ai déjà remplacé dans un bloc d'alimentation, ou même peut-être 2. Est-ce que c'est la statique, la surcharge? Je ne sais trop. Mais en général, le bloc d'alimentation cesse tout simplement de fonctionner. Alors, si on allume l'alimentation et il n'y a pas de sortie, il est très possible que ce soit la puce LM723 qu'il faut simplement remplacer. Et le tout va reprendre vie. Alors, on verra bien s'il fonctionne ou pas. On va le découvrir ensemble. Je vais ouvrir le couvercle avant de mettre l'alimentation dessus. On va vérifier qu'à l'intérieur, tout semble correct et ça va nous permettre de découvrir aussi la construction interne au niveau du circuit. Et j'ai mis la main aussi sur la fiche technique et on verra s'il y a le schéma à l'intérieur pour confirmer ce qu'on va découvrir dans la vidéo. Alors, allons-y, j'ouvre le couvercle et je vous reviens. Alors, 12 vis plus tard, je suis prêt à enlever le couvercle. Qu'est-ce qu'on s'attend de voir à l'intérieur? Bien, un gros transformateur, ça c'est certain, un transformateur d'abaissement, des gros condensateurs, un pont de redressement, une plaquette PCB avec le LM723 ou
autres régulateurs, et quand même beaucoup de câblage qui va aller aux transistors qui sont ici là, à l'arrière. Alors, et peut-être la protection aussi, puisque il y a un circuit de protection, on verra bien, là, mais ça va probablement être tout localisé sur le PCB. Et l'autre chose qu'on devrait s'attendre à voir, c'est un ventilateur. Mais moi, j'ai regardé sur les deux côtés, ou sur le côté des grillages, et je ne vois pas de ventilateur à travers. Donc, est-ce qu'il aurait été enlevé? Ben, je ne sais pas, pour que ce soit plus silencieux. Alors, regardons tout de suite, on va le savoir. Et voilà! Oh! Oui, poussiéreux. Bon, alors effectivement, le mouvement a été renfoncé, mais c'est pas grand-chose. Je pense qu'il a juste été délogé de son trou. Je vais le pousser, voir si je suis capable de le remettre à son endroit. Je ne veux pas le casser ni rien. Cette partie qui tient le mouvement en place, là, c'est drôlement fait. On va y revenir. Ça semble avoir été... peut-être la forme a changé, je ne sais trop. Alors, pas vraiment d'espace pour un ventilateur ici. Alors, le ventilateur, il est ici. Il n'est pas vis-à-vis les deux ronds sur le grillage. Il y en a mis un, mais il est ici, à l'arrière. C'est peut-être le seul espace qu'il y avait disponible, je ne sais trop. Poussiéreux, très poussiéreux. Il va falloir vraiment aller souffler à l'extérieur avec de l'air comprimé pour enlever la poussière intérieure. Pourquoi il y a de la poussière, tant de poussière à l'intérieur? À cause du ventilateur, bien sûr. Alors, possiblement que le ventilateur s'allume et s'éteint seulement lorsque nécessaire. Faudra voir. Possiblement, oui, c'est envoyé à la plaquette de circuit imprimé. Il y a deux plaquettes de circuit imprimé. Notre gros transformateur ici, avec son primaire qui arrive de l'interrupteur ici, à l'avant. Et du côté secondaire, il y a effectivement ce que je croyais, c'est que c'est un enroulement secondaire avec attache centrale qui va bien sûr permettre d'utiliser un pont de redressement plein et tirer vraiment le maximum des 360 degrés du cycle CA de secteur. Quand on est dans ces gros courants-là, on ne veut pas travailler seulement en demi-onde, on veut l'onde pleine. Alors ça, c'est cela. Il y a des petits fils ici, un petit enroulement très petit qui va à la plaquette de contrôle. OK? Alors, c'est un deuxième enroulement, mais beaucoup plus petit en calibre. Alors ça, c'est réglé. On voit des gros condensateurs. Au lieu d'en avoir mis un gros, ils en ont mis 5 plus petits, semble bien. Il y a de l'espace pour un sixième, juste ici, mais il n'est pas là. Donc, mais c'est 5 gros condensateurs. Voilà, j'éclaire autant que je peux. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Ben, on va incliner ici pour voir la plaquette d'électronique. Et, sans surprise, oui, c'est bien ça. C'est un régulateur 723. Alors, d'une autre marque, par contre. C'est pas des marques nationales ou Texas Instruments. Ici, c'est Fairchild. On voit le F, là. Et il y a un premier transistor, juste ici. C'est toujours une configuration habituellement à un transistor qui, lui, va pousser les 4 autres transistors pour la sortie. Le pont de redressement, effectivement, hein, je ne vous l'avais pas montré, là, mais il est bel et bien ici, au fond. Voilà, on le voit bien. C'est un pont plein classique qui peut se remplacer très facilement si jamais il y avait problème. Et donc, c'est une configuration qui est très classique. Hein. Il n'y a rien d'exotique dans ce bloc d'alimentation. Un bon vieux bloc d'alimentation linéaire de 20 ampères. Il y a une protection ici de surtempérature. Il y a donc surcharge de température. Si jamais l'intérieur devenait devenir trop chaud, on voit ici, là, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une chose brune juste là, vis-à-vis. Voilà, on voit un peu mieux. Vis-à-vis mon doigt, ben c'est ça. Ça, c'est des lamelles là, qui vont couper l'alimentation, couper le courant si la température devenait qu'à venir trop élevée, et ça va se réinitialiser tout seul. Et c'est monté sur une plaque métallique là, dans le fond, et donc c'est un peu la température du transformateur, la température générale là, qui va déclencher cela. Alors, c'est une configuration, comme mentionné, qui est très classique, rien de spécial. On devrait être capable, sans trop de difficulté, de remettre cette unité en fonction. Alors, je vais travailler à remettre le mouvement bien en place en avant sur la plaque. Et puis, je vais aller souffler l'air de l'intérieur avant de mettre l'alimentation. Ça va enlever les toiles d'araignée et tout. Et je vais faire une dernière inspection visuelle
pour être certain que tout semble correct. Je vois que les condensateurs n'ont pas coulé. Ils sont en bonne condition visuelle, à tout le moins. Et je ne vois rien de particulier sur la plaquette ici. Pour ce qui est là, de le problème éventuel, tout me semble nominal, juste un peu poussiéreux, tout simplement. Je vois deux ajustements. Donc VR1 et VR2, deux petits potentiomètres à ajuster. Probablement un, c'est pour la tension, bien sûr. La tension de sortie à 13,8 volts. Et l'autre, c'est probablement pour la limite de courant, qui va déterminer c'est quoi le courant maximum pour la protection. Alors, j'ai l'impression que c'est cela, les deux potentiomètres. Alors voilà, je fais ce que je vous ai mentionné. On va souffler l'air, faire une dernière inspection, m'assurer qu'il n'y a pas de fil pendant. Je replace le mouvement aiguille dans son trou et on va le mettre en route. Alors voilà, j'ai fait tout le ménage à l'intérieur, donc tout est dépoussiéré. J'ai replacé le mouvement aiguille juste ici à l'avant. J'ai dû changer la forme de cette plaque de métal ici, là. Si vous voyez bien, j'ai changé cette forme-là pour que ça appuie vraiment au centre et non pas sur le coin ici. Donc, ça a aidé à maintenir maintenant le mouvement en place. Tout est correct. En effet, j'ai enlevé toute la poussière. Il y en avait beaucoup. Il reste un film qui est collé, mais au moins, il n'y a plus de poussière qui est libre. Et les toiles d'araignée, je les ai enlevées presque complètement. Je ne vois plus vraiment rien d'autre, comme je vous mentionne, peut-être un film collé un peu, là. Alors, on est prêt à lancer. Je vais procéder en utilisant un autotransformateur, un variac. Il n'y a aucune contre-indication dans le cas d'une alimentation linéaire là, à monter graduellement la tension du secteur. On va voir si il va se mettre à réguler ou pas. Et donc, on va pouvoir monter graduellement et on va vérifier s'il va réguler à 13,8 volts, comme c'est censé, ou tout près, là, en tout cas, là. Et à l'avant, j'ai branché effectivement le multimètre. Vous allez voir les chiffres à l'écran et je vais contrôler le variac graduellement en montant. Alors voilà, j'allume le bloc. Ceci dit, je suis toujours à 0, donc il n'y a pas vraiment de tension de secteur qui entre dans l'appareil. Alors, je vais monter graduellement. Allons-y. Alors, la sortie de 3 volts, 4 volts CC. On regarde le CC, là. N'oubliez pas, on ne regarde pas le secteur parce que là, on est à 30 volts au niveau du secteur sur l'autotransformateur, là. Donc, je continue à monter. On surveille la tension. Déjà 10 volts. Oh, le ventilateur part. Vous n'entendez peut-être pas. Il est plutôt bruyant. Oui, on voit qu'il y a eu il a roulé longtemps. C'est pas surprenant que la poussière qu'il y a dedans. Bon, alors là, je suis à quoi? À environ 80 volts et je suis déjà à 15 volts, ce qui ne va pas du tout. Il ne semble pas y avoir de régulation. Je vais réessayer à nouveau un petit peu plus loin. Non, il n'y a pas de régulation. Ça n'arrête pas à 13,8 comme c'est censé. Et donc, je ne garderai pas ça longtemps parce qu'il y a des condensateurs sur le circuit ici, circuit de régulation qui ne sont pas conçus pour prendre des tensions trop élevées. Ils sont vraisemblablement conçus pour des tensions plus faibles. Donc, pas de régulation sur la sortie. Et là, je regarde, vous ne le voyez sûrement pas, mais je vois que ce condensateur-ci, juste ici, parce qu'il faut le regarder avec un angle, le dessus est bombé. Il est gonflé sur le dessus. Il n'a pas craqué, mais il est gonflé. Oh, OK. Donc, on voit qu'il y a eu surtension sur ce condensateur et effectivement, s'il n'y a pas de régulation, c'est possible que ce condensateur qui est un 1000 microfarad 16 volts, il est possible que ce condensateur ait été surchargé. Donc, vraiment beaucoup plus haut que 16 volts. Alors, il est légèrement bombé. Il va falloir le remplacer. Je crois qu'on n'aura pas le choix. Il va falloir analyser le circuit et voir ce qui ne va pas. Peut-être que la puce aussi sera défectueuse et à ce moment-là, je ne casserai pas trop la tête. Je vais la remplacer tout simplement. Donc, condensateur à vérifier et puis puce peut-être à remplacer. Puis je vais inspecter. Il y a un autre condensateur de l'autre côté. Alors, oui, on se lance dans le déverminage. Bon, alors pour comprendre les possibilités de défaillance ici, pourquoi il n'y a pas de régulation sur la sortie, il faut regarder le schéma de l'appareil qui est inclus dans la fiche technique. Et je vous explique rapidement le fonctionnement et par la suite, on pourra voir qu'est-ce qui peut être en cause. Alors, on a notre CA, notre secteur qui arrive ici.
et qui alimente le gros transformateur juste ici. Le transformateur a deux sorties. La sortie principale à gros courant, qui est avec une attache centrale, comme on l'a vu, et une autre sortie, un autre enroulement séparé, qui sert à alimenter le circuit de régulation. Bon, ça, je vous attire l'attention sur là-dessus, là, les lignes qu'il y a ici, ici, puis ici, ça ne devrait pas être là, ça. Je pense que la personne qui a fait la saisie de ce schéma, là, comprenait probablement pas comment les schémas se faisaient. Bon, quoi qu'il en soit, vous le savez, là, ce sont des enroulements branchés à deux ponts de diode. Un pont de diode beaucoup plus puissant, celui qu'on a vu au fond, donc un pont de diode probablement de 20 ampères, et un pont de diode plus petit, là, fait de diode 1 ampère, des EN4002. Alors, on a nos deux circuits. Le circuit, bien sûr, à grosse puissance, c'est lui qui va aller alimenter la sortie. Et ici, le petit circuit, bien sûr, de régulation avec son propre filtrage. Absolument, c'est ce condensateur ici. Le 1000 microfarad 16 volts, celui dont la tête est bombée, c'est celui-ci. Alors, est-ce qu'il y aurait mauvaise régulation? Est-ce qu'il y aurait court-circuit ici? On ne le sait pas. Est-ce que ça pourrait expliquer le mauvais fonctionnement du circuit de régulation? À voir. Il y a d'autres possibilités, on va voir. Alors, je ne vous l'ai pas mentionné, mais il y a aussi, branché sur l'enroulement principal, le ventilateur avec du filtrage. Et ce ventilateur, c'est un ventilateur de 24 volts. Je ne crois pas qu'il y a 24 volts de disponible sur les enroulements. Là, il tourne un peu plus lent que sa vitesse nominale, à mon avis. Mais il n'y a pas de contrôle de température, ce qui est un peu décevant parce que c'est bien agaçant d'entendre un ventilo qui tourne en permanence. Moi, j'y aurais ajouté définitivement un circuit qui, lorsque la température du circuit atteint une certaine hauteur, ben là, le ventilateur démarre. Et ça aurait même être plus proportionnel à la température en plus. Bon, quoi qu'il en soit, on a notre banque de 5 condensateurs de 4700 microfarad 25 volts, ici, qui est notre filtrage principal pour la sortie. Alors, comment la sortie fonctionne? Bon, alors, je vous ai mentionné qu'il y avait 4 transistors 2N3055. Ces transistors-là sont effectivement, on peut le dire, branchés en parallèle sur la sortie, en parallèle entre l'émetteur et le collecteur. Mais il y a des résistances d'égalisation qui ici sont branchés sur les bases. Ça, c'est pas courant. Moi, j'ai à peu près toujours vu des résistances qui étaient branchées sur, si je me rappelle bien, les collecteurs. Donc, des résistances de l'ordre de 0,1 ohm ou 0,2 ohm sur le collecteur. Mais plutôt que de travailler sur le collecteur, on a décidé de travailler sur la base avec des valeurs, bien sûr, de résistance un peu plus hautes, puisque les courants sont proportionnellement plus faibles sur la base, compte tenu du gain du transistor. Ce ne sont pas des transistors qui ont un gain très élevé, hein, mais ils ont une capacité en courant qui est assez élevée. Alors, quoi qu'il en soit, il y a une tension ici qui arrive et qui contrôle les bases à travers un courant, bien sûr, et c'est là que la régulation se fait, c'est-à-dire que la conduction des transistors va être plus ou moins élevée en fonction du courant qui va circuler à la sortie. Donc, le courant arrive non régulé de notre gros transformateur et de notre filtrage, redressé bien sûr, ici, et est délivré dans la ligne de sortie, ici, par les 4 transistors, et la régulation se fait à l'aide de cette ligne ici. S'il y a une tension qui varie ici, plus la tension va être positive entre la base et les émetteurs, plus cette tension-là va être positive, et plus la conduction du transistor, des transistors, va se faire, et plus il va y avoir une élévation de la tension ici, sur la sortie. Donc, c'est comme ça que la régulation se fait. Courant varie, ne se fait rien, il va y avoir compensation ici, donc augmentation de la conductivité des transistors pour maintenir la tension constante à la sortie. Alors, cette tension, elle est fournie par un autre transistor, Q1. Donc, c'est 2 étages. On a notre puce de 723 qui, elle, va s'occuper vraiment de faire la régulation, et j'y reviens. Alors, la sortie de cette puce contrôle la base d'un transistor, et c'est ce transistor qui contrôle le courant dans les 4 autres transistors qui, eux, bien sûr, contrôlent le courant de sortie. Alors, c'est 3 niveaux là, pour atteindre le courant de sortie, et bien sûr, à chaque fois, il y a des chutes de tension. Donc, on va s'attendre, bien sûr, à ce que la tension qui est appliquée ici, sur le premier transistor, soit au minimum de 1,2 volts, et probablement un peu plus, parce qu'il y a 2 chutes, 0,6, 0,7 volts ici, et 0,6, 0,7 volts ici.
Donc, on s'attend à ce que les tensions ici et ici soient plus élevées que 13,8 volts, bien sûr. Sinon, on ne réussira pas à faire la régulation. Bon, alors la puce 723, c'est une référence de tension et c'est un comparateur de tension qui vient contrôler un transistor ici, qui est notre transistor de sortie, qui est à l'interne et qui vient contrôler notre gros transistor. Alors, comment est-ce que la puce fonctionne? La puce va comparer sur ces deux entrées, c'est un ampli opérationnel essentiellement, sur ces deux entrées, elle va comparer la tension fournie par sa référence interne, qu'on renvoie sur l'entrée positive, et la tension qui est échantillonnée de la sortie, qui est juste ici. Tension échantillonnée, on en prend les 2/3 de la tension de sortie de 13,8 volts, qui se retrouverait ici, on en prend les 2/3 de cette tension, bien sûr, en vertu du diviseur résistif qui est ici, ajustable, bien sûr, donc à peu près les 2/3, puisque c'est 3 résistances de valeur égale. Et on envoie cette tension ici, à l'autre entrée du comparateur. Et on sait que cette référence interne est d'environ 7,15 volts, plus ou moins. Alors, on avait 13,8, 2/3, ajustable bien sûr, ce qui va nous amener le 7,15 volts. Donc, lorsque l'ajustement est bien fait ici, on va pouvoir avoir tension égale sur les deux branches lorsqu'il y a 13,8 volts sur la sortie, ici, sur la sortie vraiment aux bornes. Alors, c'est comme ça que la régulation se fait. La puce va contrôler sa sortie et donc le courant qui circule dans ce transistor et bien sûr les courants qui circulent dans les bases, en fonction de la tension qui est ici. Si la tension baisse trop, la puce va compenser ici par une augmentation de courant dans son transistor interne, ce qui va induire une augmentation de courant dans celui-ci, et ainsi de suite, pour garantir une régulation en tension. Alors ça, c'est comme ça le principe de base de fonctionnement. Il y a ici un shunt. Il y a un shunt pour créer une chute de tension légère, mais cette chute est bien sûr compensée par notre boucle. Et c'est cette chute de tension, ici, qui produit, dans le mouvement d'Arson-Vahl, ajustable, avec une résistance variable, qui va produire une déflexion sur l'aiguille. Alors le shunt a ce rôle de pouvoir mesurer, si vous voulez, le courant. Donc, ce n'est pas un mouvement d'Arson-Vahl ampère-mètre dont tout le courant passe à travers, c'est vraiment un mouvement qui est peut-être à 1 mA. Mais le gros du courant passe dans ce shunt qui est peut-être de l'ordre de 0,1 ohm, je ne sais trop, de cet ordre-là. Alors, mais ça sera une résistance de puissance, bien sûr. Alors, le courant passera ici. Il y a sur la sortie filtrage, haute fréquence, plus basse fréquence, et il y a diode de protection au cas où il y aurait une inversion de la tension ici, induite de l'extérieur. Pour protéger le circuit, il y a cette diode ici qui va protéger parce qu'elle est branchée à la masse. Elle va conduire si on met une tension négative sur la sortie. Alors, il y a compensation de fréquence. Il y a d'autres petites fonctions, comme par exemple, cette tension de sortie ici, qui est envoyée sur l'entrée d'alimentation de la puce 723. Et en même temps, il y a cette tension ici, qui est vraiment la sortie de l'enroulement pour l'alimentation de la puce, les deux sont branchés en parallèle. Alors, d'après moi, en mode normal, l'alimentation arrive ici pour la puce, mais lorsqu'on éteint la puce, il est possible que cette tension ici chute plus tôt que celle disponible ici, sur la banque de condensateurs. Et donc, il est possible que la tension de sortie demeure plus longtemps que la tension d'alimentation, ici, séparée pour la puce 723. Alors, en envoyant la tension de sortie ici, à travers une diode, bien sûr, pour ne pas que le courant circule en sens inverse en temps normal. Alors, on va présumer que la tension en temps normal est plus élevée ici que le 13,8 volts. Mais le 13,8 est quand même envoyé pour alimenter la puce et donc maintenir la régulation, même si l'alimentation a été coupée sur le secteur, et tant que le circuit principal ne se vide pas, de sorte qu'on n'aura pas une poussée de tension plus élevée ici,
pour quelque raison que ce soit, lors de la décadence de la sortie vers 0 volt. Alors, je pense que c'est à ça que ça sert, ce circuit additionnel. Alors, c'est l'essentiel. Là. Il y a quand même là, des ajustements qui sont faits avec ces résistances là, pour obtenir un fonctionnement optimal avec une compensation ici à RC. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à ce niveau, mais c'est le fonctionnement principal. Et ici, le TS, c'est le Temperature Sensor. C'est l'espèce de coupure en sortie si jamais la température venait qu'à être trop élevée. Vous savez, je vous ai montré l'espèce de sonde de température qui est un bimétal qui se plie tout simplement lorsque la température devient trop élevée, je crois bien. Là. Alors, c'est Temperature Sensor. Alors, c'est ça ici. Alors ça, c'est le fonctionnement principal. Maintenant, ça fait déjà plus d'une douzaine de minutes que je vous explique comment le circuit fonctionne. Alors, qu'est-ce qui peut causer qu'il n'y a pas de régulation? La première chose, il pourrait y avoir un de ces transistors, ou tous les transistors, qui sont court-circuités entre le collecteur et l'émetteur, de sorte que c'est la tension directe qui arrive de notre enroulement à travers le pont, filtré, mais pas régulé, qui va aller se présenter, puisqu'il y a court-circuit, directement sur la sortie. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, ce pourrait être que c'est ce transistor-ci qui est court-circuité et qui envoie une tension directe, donc très élevée, sur les transistors ici, de sorte que les transistors se trouvent complètement polarisés et saturés, de sorte qu'ils vont conduire directement. Puisqu'il n'y a plus de régulation, ce transistor envoie la tension disponible complètement sur la sortie, sans aucun contrôle sur la base. Une autre possibilité pourrait être que c'est la puce elle-même, la 723, qui est en trouble. Peut-être que c'est ce transistor à l'interne, entre la broche 11 et la broche 10, qui est en court-circuit, qui vient appliquer, encore une fois, la pleine tension directement sur la base, et donc le transistor conduit complètement. C'est une autre possibilité. Alors ça, c'est les possibilités les plus entre guillemets, évidente, à mon avis. Si la puce était complètement morte, il n'y aurait pas de tension envoyée sur le transistor ici, et il n'y aurait pas de polarisation d'appliquer sur les transistors. Il n'y aurait donc pas de sortie. Ça serait l'équivalent que s'il y avait une surtempérature, autrement dit. Donc, si je retirais cette puce, la 723, normalement, il ne devrait rien se passer. Il ne devrait pas avoir de sortie. Alors moi, ce que je vous suggère, ce qu'on va faire, on va vérifier les transistors. Je vais bien sûr remplacer ce condensateur. C'est la première chose que je vais faire. Le 1000 microfarad 16 volts, dont le dessus est bombé. Je vais vérifier qu'il n'est pas en court-circuit, mais je vais le remplacer à coup sûr. Et par la suite, on va vérifier les transistors pour voir s'il y en aurait un qui serait en court-circuit. Ça vous va? On y va. Alors, ce condensateur qui est bombé sur le dessus, c'est 188 microfarad au lieu de 1000. Le SR est très bon, ceci dit. Alors, c'est un peu faible, franchement. Là. On parle de 22%? 21-22% à côté, trop bas. Alors, c'est pas ça qui explique définitivement le problème. Mais soit dit en passant, 16 volts, là, compte tenu des tensions en jeu, c'est beaucoup trop bas. Sincèrement, là, je vais le remplacer avec un autre condensateur que j'ai ici, qui est un 25 volts. Donc, ça va nous donner de la marge. Il est plus gros, ça ne fait rien. Ça va loger quand même sur la plaquette. Alors voilà, condensateur remplacé. Alors, tant qu'à avoir défait la plaquette, on va vérifier si ce transistor, c'est le type 41C, celui qui pousse dans les 4 autres transistors de puissance. On va vérifier s'il n'est pas en court-circuit, parce que c'était une des possibilités. Si ce transistor était court-circuité, on appliquait la pleine tension sur la sortie. Alors, je vais utiliser mon testeur de court-circuit délicat. On va voir s'il va dégager une tonalité. Alors, on a notre collecteur ici. On a ici la base et l'émetteur ici. Alors, je vais tester entre l'émetteur et le collecteur. Il n'y a strictement rien entre la base et l'émetteur non plus. Entre la base et le collecteur non plus. Ça, je pense que j'ai touché au contact central. Donc, ce transistor n'est pas en court-circuit. Bon, ça ne veut pas dire qu'il est bon, là, mais c'est un test rapide pour vérifier. Au moins que celui-ci n'est pas en court-circuit. Maintenant, on va regarder le même test, mais pour les 4 transistors 2N3055. Bon, alors là, les 4 transistors sont à l'arrière sur le dissipateur de chaleur, mais vous les voyez ici. Le fil rouge, là, par exemple, il y a 4 fils rouges qui vont aux 4 transistors. Le fil rouge qui est ici, c'est le collecteur, et les collecteurs sont liés ensemble avec
des liaisons métalliques. Alors, 2 collecteurs liés ensemble, 2 autres collecteurs liés ensemble ici avec cette liaison métallique, et ces fils s'en vont ensemble sur la plaquette, où est-ce que les condensateurs. Alors, ça, c'est les collecteurs qui sont tous mis ensemble. Au niveau des émetteurs, qui sont eux aussi mis ensemble, comme vous le savez, ce sont les fils bleus. Il y en a 4. 4 fils bleus, et ils s'en vont tous ensemble sur le même contact sur la plaquette juste ici. D'accord? Ils sont tous liés ensemble. Donc, on peut tester entre émetteur et collecteur sur les 4 transistors. On va voir si on est capable de localiser s'il y a un court-circuit sur un transistor et sur lequel. Alors, je fais le contact entre le collecteur et l'émetteur. Oh, 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 oh! Ça veut dire moins d'1 ohm, ça, si la sonde court-circuit délicate. Ça veut dire moins d'1 ohm. OK, alors on a noté la note. Alors, je continue. Je vérifie le deuxième transistor. Est-ce qu'on est capable de déterminer où est le problème? Ça reste à voir. Ça me semble plus bas. Ouais, ça me semble plus bas comme tonalité. Et le quatrième? Difficile à dire tel quel. J'en aurais peut-être pas le choix de démonter le radiateur et de faire les mesures parce que ici, comme ça, dans l'appareil, alors ça serait soit celui-ci, soit celui-ci, soit les 2, soit les 4. Là. Mais en tout cas, on peut être certain qu'il y a un court-circuit sur les transistors parce que tel quel, il ne devrait pas y avoir de continuité entre les émetteurs et les collecteurs. Impossible. Le transistor n'est pas polarisé. Donc, puis on sait que cette sonde, elle n'applique qu'un millivolt. Là. C'est rien. Là. Donc, définitivement, on défait pour regarder si ça ne serait pas les transistors, en effet. Et pour démonter le dissipateur, ben, c'est 6 vis. 3 en haut, 3 en dessous. Alors, je m'exécute. Bon, alors, j'ai dessoudé les bases et les émetteurs sur les 4 transistors. On va en avoir le cœur net pour voir si vraiment il y a quelque chose d'anormal. Et on a vu qu'il y a probablement un court-circuit entre l'émetteur et le collecteur sur ce transistor-ci, avec la sonde court-circuit délicate, projet que j'avais fait dans une de mes vidéos. En fait, c'était une série de 2 vidéos, je crois. Alors, allons-y entre la base et l'émetteur du premier transistor. Et on a une lecture. On a, 527 millivolts. Ça me semble tout à fait normal pour une jonction PN. Alors, on va faire maintenant la base et le collecteur. Et on a la même chose, 527. Ça, c'est correct. Maintenant, est-ce qu'il y a un court-circuit entre l'émetteur et le collecteur, comme on avait vu? Oui. À nouveau, court-circuit. Donc, même pas que 2-3 millivolts. Effectivement, court-circuit. Ce transistor est définitivement court-circuité entre l'émetteur et le collecteur, bien que les 2 jonctions PN sont encore bonnes. Deuxième transistor entre la base et l'émetteur, rien. Pas de limite due à la jonction PN. Il n'y a donc pas de jonction entre la base et l'émetteur présentement. On va aller entre la base et le collecteur. Ah, est-ce qu'il y a quelque chose? Oui. Ah, entre la base et le collecteur, il y a encore une jonction. Mais définitivement qu'entre la base et l'émetteur, il n'y en a pas. OK. Défectueux lui aussi. On continue. Entre la base et l'émetteur, ici, 3e transistor. Pas de jonction. Il n'y a pas de réponse. Et entre la base et le collecteur, oui, 424. C'est un peu bas quand même, mais il y en a une réponse typique d'une diode, d'une jonction PN. Est-ce qu'il y a court-circuit entre l'émetteur et le collecteur? Non. Donc, défectueux, lui aussi, il y a une des jonctions qui est sautée. Finalement, le 4e transistor entre la base et l'émetteur, il n'y a rien. Il n'y a pas de réponse de diode, de la jonction PN, ça ne va pas. Entre la base et le collecteur, oui, il y a une jonction. Donc, les 4 transistors sont sautés, mais dans un mode différent. C'est bien ce transistor à gauche qui causait le court-circuit. Les autres donnaient un circuit ouvert. Mais c'est clair que si on avait fait passer, par exemple, si lui avait été bon, les autres étaient en circuit ouvert, ben on aurait eu ce seul transistor pour soutenir les 20 ampères et il aurait sauté. Lui aussi, il aurait claqué. Donc, je pense que c'est assez clair. On a 4 transistors malades, ouch, des 2N3055. Et au regard, à voir la graisse là, qui avait été appliquée puis gardée, étendue
C'est clair que ça avait été retravaillé. Ce n'est pas la première fois que ce bloc d'alimentation saute. Donc, je vais mettre 4 nouveaux transistors. J'en ai en stock, par chance, des 2N3055. Mais je vais vérifier le reste du circuit, puis on va y aller doucement pour être certain qu'il n'y a pas de, de trouble à nouveau. La régulation et tout et tout. Il est très possible qu'effectivement, je vais en profiter pour remplacer le LM723. Puis je vais vérifier l'autre transistor, les jonctions PN, le type 41C, à l'intérieur, là, pour être bien certain. Bon, ben je me mets à la tâche. Les transistors de type TO3, le boîtier TO3, ont habituellement leur collecteur de brancher sur le boîtier. C'est donc dire qu'on ne peut pas visser le transistor directement sur un dissipateur de chaleur qui est mis à la masse, mis à la terre. On va causer un court-circuit à la terre. Il faut donc utiliser des kits d'isolation du transistor pour les monter, mais sans que le boîtier ne touche au dissipateur de chaleur ou au boîtier de notre montage. Donc, il y a des petites feuilles de mica comme ceci, faites aux bonnes dimensions, des petits isolateurs ici en plastique pour que les vis ne touchent pas au dissipateur. Il y a même ici, c'est optionnel, mais il y a des petits tubes pour insérer sur les broches, pour s'assurer que les broches ne toucheront pas au dissipateur. Et donc, on a aussi, bien sûr, rondelles et écrous pour visser l'ensemble. Donc, rappelez-vous, puis vérifiez avant de mettre l'alimentation pour vous assurer que les collecteurs sont bien flottants quand vous utilisez ce genre de transistor TO3. Comme les 4 transistors sont en parallèle, ou essentiellement en parallèle, je peux faire fonctionner le circuit qu'avec un seul transistor. Évidemment, je ne mettrai pas de charge dessus, mais pourquoi pas l'essayer avant de remonter les 4 transistors et tout. Je me suis branché temporairement un transistor ici, un 2N3055, et je me suis sûr que les autres fils ne touchent à rien. Et on va monter avec le variac la tension de secteur pour voir s'il va y avoir régulation ou pas. Alors c'est parti, je monte graduellement. Alors vous avez l'affichage de la tension de sortie qui devrait arrêter à 13,8 volts et pas aller plus loin. Alors 5, 6, 7, 8, ça m'apparaît intéressant, il me semble que ça montait 10, ventilateur part, 11.7, 12, 3, ça montait beaucoup plus que ça avant. 2. Voilà, 13.78. Alors je monte, je continue à monter jusqu'à 90 volts, 100, 110, 120 volts, qui est la tension de secteur ici, environ. 13,78, solide. Alors, le circuit de régulation fonctionne. Le ventilateur est bruyant, lui, par contre. Oh là là! Donc, ça sera à remplacer. Et par contre, le circuit fonctionne bien, le reste du circuit. Alors, parfait, c'est encourageant. Je peux remonter les transistors et présumer que tout va fonctionner normalement. On verra bien par la suite. Bon, alors j'ai installé les 4 transistors. Ce sont des transistors RCA de remplacement là, que j'avais en stock. C'est de l'original. Je n'ai pas commandé ça pour ce travail. J'avais ça depuis peut-être 20-25 ans en stock. Les vieux transistors récupérés, mais qui sont testés bons, les 4. Et je les ai montés avec les petits kits là, d'isolation. Donc, les collecteurs ne touchent pas au dissipateur. Les 4 collecteurs, donc la partie métallique des transistors ne touche pas électriquement, et je l'ai vérifié avec un multimètre pour être certain que tout est bien isolé, comme ça doit être. Et bon, j'ai refait les branchements et j'ai serré les vis pour fixer les transistors, mais pas trop fort parce que c'est monté avec des petits isolateurs en plastique, donc il ne faut quand même pas exagérer là, le serrage. Et j'ai ressoudé les fils, base, émetteur et collecteur. Et je suis prêt à faire un essai avec les 4 transistors, vérifier la régulation si ça fonctionne. Alors, mon variac est déjà alimenté et il est à 0 par contre. Alors, on y va. Alors, vous avez la tension de sortie à l'écran. Vous allez pouvoir voir s'il y a régulation ou pas. Alors, on est déjà rendu à 7, 8, 9, 10, 11 volts, 12 volts. Le ventilo démarre. 12, 13, est-ce que ça arrête à 13,78? Oui, ça arrête à 13,78. Voilà. Alors, on a un bloc d'alimentation qui régule. Et donc, revenu, tout semble normal.
On va lui mettre une charge. Hein. Je vais remonter le dissipateur là, sur le boîtier, puis on va lui mettre une charge pour vérifier qu'il est capable de réguler en charge. Alors, vérification des condensateurs électrolytiques principaux de filtrage. Il y en a pour 23 500 microfarades. Et voici ce que je lis, 27 000 microfarades, donc 27 millifarades. Donc, les condensateurs semblent bien corrects, la capacité est même plus élevée que ce qui est nominal. Maintenant, est-ce que leur ESR est encore bon? Bien, on mesurera le bruit parce qu'on a une spécification dans la fiche technique de bruit maximum. Alors, faisons un test en charge. Alors, le bloc d'alimentation est lancé. Vous avez d'ailleurs l'attention d'afficher le 13.78.3 à l'écran. Et par contre, j'ai une charge fictive ici qui n'est pas montée, donc je ne tire aucun courant sur le bloc d'alimentation. Oui, la charge fictive, je l'ai branchée directement sur la sortie de l'alimentation. Et je ne pourrais pas, c'est une charge fictive de 100 watts, donc elle se protège. Normalement, 100 watts, ça serait un peu plus de 7 ampères là, à 13,8 volts. On va voir jusqu'où il va aller. Alors, je vais monter le mode courant constant. Alors, je monte la charge et on voit le courant ici qui monte aussi. Et regardez la tension, toujours très proche de 13,8, 13,77. Et au fur et à mesure que je monte le courant, on est rendu à 5 ampères. Ça bouge un peu. Ça descend un tout petit peu, mais c'est vraiment pas beaucoup. Là, on est dans les millivolts ou dizaines de millivolts de changement. On est à 6, 7 ampères. Ici, je vois 2, 4, 6. Il y aurait peut-être besoin d'ajustement. Il faudrait voir cette aiguille aussi. Il faudrait mettre peut-être un ampèremètre en série, mais peut-être qu'il est un petit peu gêné. Il faudrait lui donner peut-être un petit coup de tournevis. Alors, je continue à monter. On va voir jusqu'où la charge va aller. Là, je serai jusqu'à 8 ampères. Et 9. Et hop, là, la charge fictive se protège. Là. On a dit quoi, là? 8, 9 ampères. À peu près, là. Ici, il indique 8, là. Ce n'est pas super précis, ça donne une idée du courant consommé. Et on a une tension de 13,76,4. Alors, si j'éteins 13,76,3, 13,78,3, on parle de 20 millivolts de variation pour un courant entre 0 et 8 ampères. Ce qui est vraiment pas grand-chose, bien honnêtement, là. Par contre, le ventilateur qui, lui, est branché sur la tension non régulée, sur le transformateur, ben lui baisse. Là, je suis en pleine charge. Et là, je suis sans charge. Donc, le ventilateur varie, mais comme mentionné, là, il est du côté non régulé là, du transformateur. Alors, cette alimentation semble bien fonctionner. Alors là, on va y aller un petit peu plus costaud. J'ai des résistances de puissance ici. Ce sont des résistances d'1 ohm, 95 watts. J'en ai 6, mais je vais me servir seulement de 4. Alors, il y a 2 résistances en série, ce qui fait 2 ohms, et un deuxième jeu de 2 résistances en série, ce qui fait un autre 2 ohms, mais ces 2 jeux sont en parallèle, ce qui nous donne 1 ohm. Donc, 13,8 ampères sur 13,8 volts, puisque c'est 1 ohm, la loi d'Ohm, tout simplement. Alors, on va pouvoir faire passer 13,8 ampères en plus de ce qu'on a avec la charge fictive avec ceci. Alors, faisons des essais. On va commencer par cette charge à 13,8 ampères et ensuite on ajoutera l'autre. Alors, le bloc d'alimentation est sous tension. On a toujours notre contrôle ici jusqu'à 8 ampères ou environ. Donc ça va bien. Alors, je vais lui ajouter la charge ici. Et on va essayer d'aller assez rapide puisque bien sûr, ça dissipe beaucoup de chaleur. On parle de 195 watts si mes calculs sont bons. Sur les 4 résistances. Donc, j'ai mis ça sur une plaque de métal aussi pour être certain là, que je ne brûle pas ma surface. Mais d'un seul coup, je vais ajouter le 13,8 ampères. Oui, c'est bon. Alors, le bloc d'alimentation le supporte. Alors là, pour l'instant, c'est pas trop chaud, c'est raisonnable. Oui, c'est bien raisonnable. Oh, ça commence à chauffer un peu. Alors, je vais monter la charge. Attention, on est à quoi? 13,73. OK, alors je continue à monter. Alors là, on approche... voyez-vous, ici, on nous dit presque 20 ampères. Les résistances ne sont pas trop chaudes, ça va. Alors, je vais monter. On est rendu à 20 ampères. J'aimerais bien voir la protection. Ah! La protection s'est enclenchée, justement. C'est une protection à 20 ampères. Alors, les résistances sont raisonnablement chaudes. Je peux laisser mes mains dessus. OK? Alors, ça va. Alors, ça a coupé. La sortie est coupée. Alors, je dois enlever la charge complètement pour pouvoir libérer la protection. Voilà, c'est fait. Je remets la charge de 13 ampères.
Alors, je n'ai pas eu la chance de regarder la tension. Regardons-la à nouveau. Alors, on approche du 20 ampères. Ici, on est à 13,71. Donc, on est très près. Hein? C'est seulement 50 millivolts, quelque chose du genre. Peut-être 70 millivolts, 80 millivolts d'écrasement de la tension de sortie. Là, on est à pleine charge présentement. Si je vais plus loin, la protection embarque. Voilà. Alors, ce bloc d'alimentation fonctionne très bien. Alors, la dernière chose à vérifier, c'est le bruit. Donc, le multimètre est maintenant en volts AC RMS. La spécification, c'est 150 millivolts RMS, maximum de bruit sur la sortie. Alors, je lui mets la pleine charge ici, avec 8 ampères ou environ, là. On a rien. On a 2 millivolts AC RMS. La norme est 150. Alors, je vais y ajouter le 13,8 ampères. On va baisser un peu le courant ici. Voilà, on est presque à la limite. Et encore une fois, ma foi, le bloc d'alimentation-là est très propre. Très propre. Alors, voyez-vous, là, je suis presque à la limite. On a 76, 75, 79. Je vais le pousser à la limite. Hop! On était là, à 100, 150, mais le bruit apparaît vraiment à la limite là, de la capacité. Ce qu'on devine, c'est que les condensateurs de filtrage commencent vraiment à être à la limite. Et il y a aussi le transformateur qui lui aussi commence à être à la limite, de sorte que le filtrage et la régulation ne peut plus suppléer. C'est impossible. Il y a trop d'ondulations résiduelles sous pleine charge. Bah, cette vidéo s'étire et s'étire. On approche les 50 minutes. Ça approche d'un record. Mais avant de vous laisser, je voudrais quand même vous exposer ce qui, selon moi, aurait pu faire sauter cette alimentation. Un courant de sortie trop élevé pour trop longtemps. Elle est conçue pour 18 ampères et même elle peut fournir 20 ampères en intermittent. Et passé cela, il y a une protection. Donc, non, selon moi, c'est pas ça. Moi, je pense que c'est plutôt une tension plus élevée que 13,8 volts qui aurait été appliquée sur la sortie. Donc, une surtension sur la sortie, venant peut-être de panneaux solaires. Pourquoi pas? On a de plus en plus ce genre de configuration, là. Alimentation en parallèle avec des panneaux solaires. Moi, je pense que c'est ça qui s'est produit. Et ça, la plupart des alimentations n'aiment pas ça, des surtensions. Soudainement, ils doivent travailler en drain de courant plutôt qu'en source de courant. Moi, c'est la seule chose que je peux voir. Une surcharge de tension sur la sortie. D'après moi, c'est cela. Mais vous, qu'en pensez-vous? Donnez-nous votre théorie dans les commentaires sous cette vidéo. Alors voilà, je termine ici. Ça a été plus de travail que je croyais, honnêtement, mais ça a été bien amusant quand même. Puis le résultat final, il est satisfaisant. Et on a une autre alimentation de retourner en service. Merci et à la prochaine.